Rage. Je suis en 3e année de doctorat entre l'INRIA et l'IMO. Je suis très heureux de vous présenter un peu aujourd'hui ce qui a été l'objet de mon travail. Alors, avertissement numéro 1, il n'y a pas vraiment de Bible officielle qui prescrit comment il faut présenter l'homologie persistante. Donc, je vais vous présenter un point de vue un peu personnel. Avertissement numéro 2, ça risque d'être un peu informel comme présentation. C'est d'autant plus une raison pour m'interrompre et poser des questions si vous voulez. Est-ce que je peux avoir juste une petite réponse dans le chat pour être sûr que vous m'entendez bien? Merci, Benoît. Génial. Alors, ok, laissez-moi comprendre comment ça marche ce truc. Yes, ok. Alors, l'homologie persistante, ça commence il y a une vingtaine d'années, et c'est né dans le monde de l'analyse de données. Donc, c'est le point de vue que je vais adopter là pour l'introduction. Nous, on va regarder des jeux de données qui sont des nuages de points. Donc là, j'ai mis 4 exemples. Les jeux de données, ça peut être de nature très différente. Nous, ce sera des nuages de points finis, parce qu'on est dans un monde fini, qui vont vivre dans un espace euclidien. Et alors, pour justifier un peu cet abstract que je vous ai balancé, je vais essayer de distinguer deux notions, deux choses qu'on peut extraire de jeux de données. Il y a les quantités géométriques et les quantités topologiques. Voilà. Et la blague, c'était un peu dire que les quantités géométriques, voilà, c'était la science du passé, et que maintenant, il serait temps de s'intéresser aux quantités topologiques. Alors, exemple de quantité géométrique, donc c'est quelque chose qui est en rapport avec la paramétrisation de notre objet. Donc ça peut être des quantités de type diamètre, courbure, des mesures qu'on pourrait faire. Et ça pourrait être aussi des relations paramétriques qu'on a entre nos points. Alors, exemple. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est un article qui est sorti lundi sur l'efficacité de la chloroquine sur les patients atteints du Covid. Alors, c'est un nuage de points. C'est des patients qui sont atteints de Covid. Alors, dans le premier groupe, on leur injecte de la chloroquine, et dans le deuxième groupe, on l'injecte pas. Alors, comme vous pouvez voir, dans le premier groupe, après le traitement, il y a une diminution du taux de cytokines. Les cytokines, moi, si j'ai compris, c'est ce qui fait mourir quand tu es atteint du Covid. Hydrochloroquine, oui. Le deuxième groupe, eux, n'ont pas eu le traitement, et donc on peut voir que leur quantité de cytokines est toujours assez élevée. Donc là, on a deux nuages de points. La mesure qui nous intéresserait ici, ça serait la dispersion de ce nuage de points, en quelque sorte le diamètre, ou la variance, en gros, de ce nuage. Donc là, c'est une quantité métrique qu'il faut mesurer. Alors attention, hein, c'est une étude, ça n'a pas l'air fou. De ce que j'ai compris, ça n'a pas l'air fou comme truc. Alors ça, c'est un truc un peu plus sérieux. C'est une régression linéaire sur le salaire moyen des hommes et des femmes en fonction du temps qui est passé depuis l'obtention de leur diplôme. Alors tous les points bleus, c'est référencé en abscisse par leur âge depuis le diplôme, et en ordonnée, c'est leur salaire, et les croix rouges, c'est les femmes. Et donc si on fait une régression linéaire, on se rend compte que la pente associée aux hommes est plus grande que la pente associée aux femmes, c'est-à-dire que la vitesse d'évolution de salaire par rapport au temps est plus forte chez les hommes que chez les femmes. Donc ça, c'est un exemple de paramétrisation de notre jeu de données. Alors, je reviens ici. Les quantités topologiques, au contraire, c'est des choses qui ne vont pas être conservées par une paramétrisation de notre jeu de données. Donc, c'est plus des valeurs qualitatives. Donc, par exemple, le nombre de composantes connexes, des choses topologiques ou différentielles comme la rentabilité. Ou, nous, ce qu'on va faire, c'est des invariants algébriques issus de la topologie algébrique, type groupe d'homologie. Alors,
pour illustrer les composantes connexes. Ça, c'est quoi? C'est des points. Chaque point, ça représente un neurone qui a été extrait d'un cerveau humain. En fait, on prend un neurone, on extrait un tas de paramètres dessus, type la puissance d'activation, la fréquence d'activation, voilà. On a un tas de neurones qui sont du coup un tas de points en grande dimension. Bon, là, ils sont gentils, ils ont fait une réduction de dimension hein, pour qu'on voit un peu ce qui se passe en dimension 3. Et on fait une classification. Donc ça, c'est une classification par EM, espérance maximisation. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3 composantes connexes. Et les auteurs sont contents parce qu'en fait, ces 3 composantes connexes correspondent à 3 types de neurones différents. Voilà, on est content. Ça, c'est un autre jeu de données que j'aime beaucoup. Alors, j'ai mis l'image en gros ici. Alors, en fait, on prend des molécules de cyclooctane. Alors, c'est C8H16. Il y a 8 atomes de carbone et 16 atomes d'hydrogène. Alors, la molécule de cyclooctane, c'est pas une molécule totalement fixée. Hein. C'est une molécule assez compliquée qui peut éventuellement avoir des configurations spatiales un peu différentes. C'est-à-dire que les atomes qui forment la molécule peuvent un peu avoir des positions différentes les uns par rapport aux autres, mais toutes les positions ne sont pas possibles, de par les forces physiques mises en jeu. Alors, ils ont fait un truc très bizarre, ils ont généré plein de molécules de cyclooctane, et ils ont transformé chaque molécule en un point de R puissance 72. 72, bah, c'est 24 fois 3. En fait, pour chaque atome qui constitue la molécule, chacun de 24 atomes, on regarde sa position cartésienne dans l'espace. Donc ça nous donne 72 coordonnées. Et donc chaque molécule est un point de R72. Et alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un grand nuage de points dans R72. Et on peut étudier cet objet qu'on obtient. Et il se trouve que c'est une topologie très très stylée. C'est la topologie de... En fait, c'est exactement une sphère qui est transpercée par une bouteille de Klein de R72. Voilà. Donc ça, c'est une image dans R3, sauf que ce truc, il ne peut pas être plongé dans moins de R5. Voilà, je trouve ça assez joli. Ça porte aussi le message qu'il y a une sorte de euh, topologie sous-jacente qu'on peut espérer observer dans nos jeux de données. Voilà. C'est un peu le point de vue qu'on va garder pendant l'exposé. Alors pour formaliser légèrement ce que j'ai raconté, on pourrait dire que les valeurs géométriques qu'on extrait des jeux de données sont des valeurs qui sont conservées par la relation d'isométrie entre les espaces, alors que les valeurs topologiques sont des choses conservées par soit la relation d'homomorphie, soit la relation d'homotopie. Donc ça, c'est des relations plus faibles. Hein. Si deux espaces sont isométriques, bien sûr, ils sont homéomorphes, et s'ils sont homéomorphes, alors ils sont homotopes. Et nous, on va s'intéresser à ces choses plus faibles, là, qui sont les relations qui, en gros, définissent la catégorie des espaces topologiques ou des espaces des variétés différentielles, par exemple. Alors, voilà les 3 relations dont je vous parle. La relation d'isométrie, bah, c'est une relation très, très rigide, c'est-à-dire que ce patatoïde, c'est le même que celui-là, et c'est le même que celui-là pour la relation d'isométrie. Dans ce sens-là, ça veut dire juste qu'on peut faire des transformations rigides de l'espace. La relation d'homomorphisme, c'est un peu plus faible, c'est-à-dire que ce patatoïde-là, il est homomorphe à celui-là. Il est aussi homomorphe à celui-là. En gros, tout est du caoutchouc, et on peut déformer les objets. Ce qui est interdit, par contre, c'est de casser les objets ou de les faire rentrer dans eux-mêmes. Et encore mieux que ça, c'est la relation d'équivalence d'homotopie. Alors là, j'ai pris un patatoïde plein. Et bah, quand on étudie l'équivalence d'homotopie des espaces topologiques, on a le droit de les rétracter sur eux-mêmes. Et typiquement, ça, c'est un disque. Ce disque, eh ben, je peux tout contracter en un point central, et ça devient ce point. Donc, morale, un patatoïde plein, pour la relation d'homotopie, c'est un point. Voilà. Et ça, vous connaissez sûrement cette image, c'est comment transformer homotopiquement une tasse
un tore plein. Voilà, on fait sortir de la matière du bas de la tasse, et puis on colle tout un peu sur l'anse, et puis on obtient un tore. Alors ça, c'était pour l'introduction. Qu'est-ce qui se passe sur cette slide? En gros, la théorie que je vous présente, elle porte deux noms. Alors, si vous travaillez à l'INRIA comme moi, vous allez appeler ça l'analyse topologique des données. Et si vous travaillez à Orsay, vous allez appeler ça l'homologie persistante. Alors, donc c'est une théorie qui est à cheval entre ces deux mondes-là. Donc, si je m'adresse à un mathématicien appliqué, je vais dire analyse topologique des données. Si je m'adresse à un mathématicien fondamental, je vais dire homologie persistante. Je vais dire que je fais l'homologie persistante parce que c'est plus stylé d'être un mathématicien fondamentaliste, n'est-ce pas? Parce que je suis victime de l'impérialisme des maths fondamentales sur les maths appliquées. Dommage. Alors c'est parti. On va avoir un point de vue un peu pas très universitaire. Je vais plus commencer par une construction qui est à la base de l'homologie persistante. Et j'expliquerai après comment on peut formaliser tout ça. Alors, on part d'un ensemble de points, grand X, qui est un sous-ensemble de Rn. Donc il faut le voir comme étant le, les résultats d'une expérience scientifique. C'est quelque chose qu'on vous donne et on vous dit analyser ce truc-là. Et alors, l'hypothèse fondamentale en homologie persistante, c'est que cet ensemble X, en fait, il est proche d'un objet régulier qui est en dessous de lui. Donc, par exemple, il y a un X ici, c'est une sorte de collier là, et bien en fait, vous voyez qu'il échantillonne assez sérieusement M ici, ce cercle. Alors, le but de notre vie, quand on travaille sur ça, c'est de réussir à retrouver M à partir de X. Alors, retrouver M, ça peut vouloir dire retrouver la classe d'homotopie de M, c'est-à-dire dire, ok, ben en fait, M c'était un cercle. Ça s'appelle la reconstruction et c'est un problème assez compliqué. Nous, on va faire un truc plus faible qui est estimer juste l'homologie de M. C'est pour ça que ça s'appelle l'homologie persistante. Je vous explique ce que ça veut dire très vite. Alors là, il y a deux autres exemples de X qu'on pourrait avoir. Ce diagramme X, c'est un échantillonnage de M avec un petit peu de bruit. Donc dans ce cas-là, on peut encore espérer dire des choses sur M à partir de X. Ça, c'est encore un autre X. Donc c'est des points tirés sur M avec du bruit. Et puis en plus, on a plein de points aberrants. Voilà. La théorie se complique un peu dans ce cas-là, mais c'est encore possible de faire des choses. Et donc, nous, ce qu'on veut estimer, c'est l'homologie. Alors, je vais essayer de vous le présenter assez rapidement. Il y a un côté un peu magique quand on voit ça au début, donc surtout n'hésitez pas à me poser des questions. L'homologie, donc il y a plein d'avatars différents de ce truc-là. On va faire une version très simple qui s'appelle l'homologie singulière à coefficient dans Z2. Alors, I, ça va être un entier naturel. Et ce qu'on a, c'est un foncteur d'homologie pour tout I. Et ce foncteur, c'est un truc qui va de la catégorie des espaces topologiques vers la catégorie des Z2 espaces vectoriels. Alors, le topologique X, donc est dans cette catégorie-là, je peux appliquer HI. Voilà, et j'obtiens HI de X. HI de X, donc c'est un. On t'entend pas. Je sais pas si c'est ton micro ou.
Juste Raph, on t'entend pas. Genre, je pense, appuie sur le micro à côté de arrêter appel. T'as appuyé. Allô, allô? Oui, tout marche bien. Ok, je suis désolé. On était arrêté à Fonteur. Ok, très bien. C'est-à-dire au tout début du transport, là? Oui. Ok. Et bah, je vais reprendre, désolé pour le petit bug. Je vais réexpliquer ce que je vous ai dit. Alors, l'homologie, donc là, je le présente d'un point de vue fonctoriel. C'est cette première phrase. Mais cette définition-là se traduit avec ces deux points-là. Alors, on se donne un entier I. En fait, pour chaque I, on peut définir la IM homologie d'un espace topologique. Donc là, je prends un I positif. L'homologie, du coup, de degré I, c'est un foncteur qui va de la catégorie des espaces topologiques vers la catégorie des Z2 espaces vectoriels. Alors, être un foncteur, ça veut dire qu'on peut à la fois transformer les espaces topologiques et on peut à la fois transformer les applications entre espaces topologiques. Alors, exemple ici, si j'ai un espace topologique X, je peux appliquer le foncteur HI pour obtenir un Z2 espace vectoriel HI de X. Je vois une question en commentaire. Effectivement, Z2, là, c'est Z sur 2Z. C'est le corps à deux éléments. Si j'ai une application entre deux espaces topologiques, là, je l'ai appelé F, entre X et Y, et ben, je peux aussi appliquer HI, ce foncteur, à F. Et dans ce cas, j'obtiens HI de F, qui va être une application entre Z2 espaces vectoriels, qui va être une application linéaire, un morphisme. Et HI de F, elle va aller de HI de X vers HI de Y. Alors, on me demande en question où I intervient dans la définition. Et ben, je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, chaque I va refléter des propriétés topologiques différentes de notre espace. Alors par exemple ici, j'ai donné des exemples de H0, de H1 et de H2 pour deux espaces topologiques X différents. Alors ça, c'est le cercle, et ça, c'est le tore. Donc c'est juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Hein. H0 du cercle, donc c'est ce foncteur-là en degré 0, que j'applique à un espace topologique particulier qui est le cercle, et bah c'est Z2, le corps à deux éléments. Donc.
c'est comme ça. H1 du cercle, c'est aussi Z2. H2 du cercle, c'est 0. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'homologie, ça doit pas beaucoup vous parler. C'était juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. H0 du tore, c'est Z2. H1 du tore, c'est Z2 au carré. Et H2 du tore, bah, c'est Z2. Alors en fait, je crois que j'ai un autre transparent. Ouais. Je vais essayer d'expliquer ici à peu près ce que ça peut signifier. Bon, déjà, un Z2 espace vectoriel, quand il est défini, isomorphe de science K. C'est comme la théorie d'espace vectoriel sur un corps, quoi. Et en fait, c'est ce K qui est là en exposant qui part des choses. Alors, interprétation de H0. H0 de X, donc il vaut Z puissance Z2. Il y a un 2 qui manque là. Z2 puissance K, si la dimension finie. Et dans ce cas-là, K, ça va être le nombre de composantes connexes de X. Alors, si vous regardez les deux H0 ici, H0 du cercle, bah, c'est Z2, puissance 1, parce qu'il a une composante connexe. Et H0 du tore, c'est Z2 puissance 1 aussi. Donc, le foncteur H0 nous donne une information topologique à travers la multiplicité de Z2 dans l'espace vectoriel associé. H1, bon là ça commence à être un peu de l'arnaque, hein, les interprétations, mais H1 de X, c'est le trou essentiellement qu'il y a dans notre espace topologique. Donc de trou, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que voilà, le cercle, il y a un trou au milieu, vous êtes d'accord? Si je dessine un lacet dans le cercle, je ne peux pas rétracter le lacet. C'est un lacet qui est non trivial, on ne pourra jamais le rétracter sur lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un trou. Voilà. Donc H1 du cercle, c'est Z2, puissance 1. H1 du tore, c'est Z2 au carré. Donc ça veut dire qu'il y a deux trous dans le tore. En fait, si vous regardez le tore, on peut faire le tour du tore en passant à travers une section comme ça. Et on peut faire un grand tour du tore aussi. Ça nous donne deux lacets qui sont différents et qui ne sont pas rétractables. Donc voilà, H1 du tore, c'est Z2 puissance 2. H2, ça c'est le nombre de trous de dimension 2. Par exemple, dans la sphère de dimension 2, il y a un trou de dimension 2 au milieu. Voilà. H2 du cercle, ici, c'est 0 parce que le cercle, c'est dimension 1, il n'y a pas de chose de dimension 2 qui se passe, quoi. Par contre, H2 du tore, c'est Z2 puissance 1, parce qu'au centre du tore, vous voyez qu'il y a un trou, quoi. Voilà. J'ai remis un petit exemple ici. X, c'est un espace topologique qui consiste en une sphère là, avec une sorte de laisse et un cercle au bout, et puis il y a un patatoïde vide et un patatoïde plein. Alors j'espère que vous serez d'accord avec moi quand je dirais que H0 de X, c'est Z2 puissance 3, parce qu'il y a 3 composantes connexes. H1 de X, c'est Z2 au carré, parce qu'on a un trou ici et un trou là. Et H2 de X, c'est Z2 puissance 1, parce qu'il y a juste cette sphère-là qui va créer un H2. Voilà. J'irai pas beaucoup plus loin là-dedans. Si vous avez des questions tout de suite, n'hésitez pas. Ok. Alors on peut commencer à faire de l'homologie persistante à travers une construction qui s'appelle la filtration de Čech. Alors, on se place dans le même cadre que tout à l'heure. On a un ensemble X, qu'on peut supposer fini, qui est un sous-ensemble de R puissance n, l'espace euclidien. Donc ça, c'est X. Alors, l'idée très très basique, donc ça, c'est nuage de point X, vous voyez qu'il est tiré proche du cercle, et je vous rappelle que nous, on veut retrouver le cercle. Une idée très simple, c'est juste de mettre des boules autour de chaque point de X. Donc ça s'appelle un épaississement. Donc si je me fixe un T positif, je note X puissance T. L'union des boules,
centré en point de x et de rayon t. X puissance 0, c'est x. X puissance 0,2, c'est une union de boules de rayon 0,2, ça ressemble à ça. X puissance 0,4, c'est des boules un peu plus grosses. Là, il se passe un truc intéressant. Pour t égale 0,4, c'est que cet espace, c'est un cercle. C'est un cercle, ça égale le cercle. Le égal ici, ça signifie pour la relation d'équivalence d'homotopie. Vous voyez, si je prends mon espèce d'épaississement là, et que j'écrase tous les bords, j'obtiens un cercle. Voilà, et je dis que la filtration de Čech, c'est la famille qui contient tous les épaississements. Alors, et c'est ça l'espoir qu'on a dans la filtration de Čech, quand on la définit, c'est qu'on espère que pour certaines valeurs de t, l'épaississement xt va être du même type d'homotopie que le cercle. C'est le cas par exemple ici. Voilà. Et alors maintenant qu'on a une filtration de Čech, on peut construire un module de persistance. C'est très simple. On prend chaque épaississement xt, et pour chaque épaississement xt, on calcule ses groupes d'homologie. Je vais commencer avec t égale 0. Qu'est-ce que c'est les groupes d'homologie de grand X? Son H0, c'est Z2 puissance 30, parce qu'il y a 30 points en fait. Il y a 30 composantes connexes. H1, c'est 0, en fait, il n'y a pas de topologie, c'est un espace topologique discret, il ne se passe pas grand-chose. T égale 0,1, donc je mets des petites boules autour de chaque point de mon nuage de points grand X. Vous voyez qu'il y a des boules qui se chevauchent les unes les autres, donc il y a moins de composantes connexes que 30. En fait, là, il y en a 23. Voilà. Mais il n'y a toujours pas de H1. Vous pouvez voir que toutes les boules ne se sont pas rejointes. T égale 0,2, on n'a plus que 3 composantes connexes. Donc il y a celle-là, il y a un point qui est tout seul ici, et il y a celle-là. Je regarde une question dans le chat. Est-ce que la suite HK de grand X est stationnaire à partir d'un certain rang? Complètement. Parce que si on prend des valeurs de t trop grandes, toutes les boules vont avoir un point en commun. Ça veut dire que l'union des boules va être un ensemble et un ensemble plus de HI pour I plus grand que 1. Donc oui, les groupes d'homologie vont s'arrêter à un moment. Alors, t égale 0,4, super, en fait là, toutes les boules, vous voyez que ça devient connexe. Donc notre H0, c'est Z2 puissance 1. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce truc-là, c'est du même type d'homotopie que le cercle. Et donc on retrouve le H1 du cercle ici, Z2. Je ne l'ai peut-être pas précisé, mais c'est fondamental. Si on a deux espaces topologiques qui sont du même type d'homotopie, alors ils ont les mêmes groupes d'homologie. Alors Timothée non. Je vais te montrer ce qui se passe juste après. Alors t égale 0,5, pareil, on a encore un truc qui est du même type d'homotopie que le cercle. Donc son H0 c'est Z2 et son H1 c'est Z2. T égale 0,6, alors là, vous voyez qu'on se rapproche d'un moment critique dans la filtration où les boules vont avoir un point en commun au centre du cercle. En fait, c'est ce qui arrive à t égale 0,7, t égale 0 cercle, toutes les boules ont un point en commun. Et donc là, l'objet qu'on obtient, c'est un objet topologiquement qui est plus intéressant, c'est un gros amas de boules qui ont tout en commun. Et donc à partir de elles auront toujours tout un point en commun. Et donc, à partir de ce moment-là, les groupes d'homologie vont être stationnaires et seront les groupes d'homologie d'un espace topologique trivial, c'est-à-dire le point, c'est-à-dire que leur H0, ce sera Z2, une composante connexe, et leur H1, là, ça va être 0. Et pareil, le H2, le H3, etc., ça va tout être 0. Alors,
j'ai mis les différents ensembles qu'on a regardés là de notre filtration les uns à côté des autres. Alors vous voyez que c'est cette plage de valeurs ici qui nous intéresse, nous. Entre t égale 0,4 et puis un peu avant t égale 0,7, on a des objets, des épaississements qui sont du même type d'homotopie que le cercle. Et la question qu'on se pose, c'est comment choisir ces valeurs de t pour qu'on retrouve effectivement le cercle sous-jacent. Pour répondre à la question, j'ai écrit un mème. C'est un analyse des données qui est un peu fâché. Il demande comment choisir la valeur de t qui fait que l'épaississement xt donc, va avoir le type d'homotopie du cercle. Et là, il y a la théorie de la persistance qui lui répond choisis toutes les valeurs de t. Et c'est exactement ce qu'on va faire. En pratique, on ne sait pas quelles valeurs de t sont pertinentes. Donc on va toutes les choisir. Et la persistance derrière nous montrera la théorie de la persistance nous révélera quelles sont les plages de valeurs intéressantes. Alors là, j'écris formellement ce que c'est le module de persistance associé à la filtration de Check. Donc la filtration de Check, c'est un ensemble d'épaississements. Un module de persistance, c'est un ensemble de groupes d'homologie avec des applications entre chaque groupe d'homologie. Alors, je vais vous lire la définition. Le module de persistance, donc en degré i, associé à la filtration de Check xt, c'est un couple grand V petit v, où grand V, c'est juste la collection des groupes d'homologie de xt pour t qui bouge dans la droite réelle, positive. Donc c'est juste l'image que je vous ai montrée avant. Pour chaque épaississement, on regarde les groupes d'homologie. Bon là, tel quel, c'est un peu pauvre comme structure. On a besoin d'applications qui vont connecter ces différents groupes d'homologie. Alors ce petit V là, c'est une collection d'applications VST. VST, c'est une application qui va de HI de XS vers HI de XT. Et cette application, c'est quoi? C'est l'application induite en homologie par l'inclusion de XS dans XT. Alors j'espère que j'ai fait un petit dessin. Alors voilà. Je prends S plus petit que T. Ça, c'est mon épaississement XS. Ça, c'est l'épaississement XT. Alors, en appliquant le foncteur d'homologie, j'obtiens HI de XS et HI de XT. Mais je peux aussi appliquer le foncteur d'homologie à cette application ici, qui est l'inclusion entre ce premier espace vers le deuxième. Et appliquer le foncteur d'homologie à cette inclusion, ça nous donne une application linéaire entre les groupes d'homologie. Donc je le répète, un module de persistance, en tout cas celui qui est associé à la filtration de Check, c'est la collection des groupes d'homologie, ainsi que les applications linéaires entre eux, qui découlent des inclusions entre les épaississements sous-jacents. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas morts. On reviendra dessus très vite. Voilà. Alors attends, j'aimerais bien vous expliquer comment ça marche, ce truc. Ça, c'est le code barre associé au module de persistance qu'on vient de définir. C'est vraiment l'objet très sexy de l'homologie persistante. En gros, ce code barre, c'est quelque chose qui va nous indiquer l'évolution de la topologie de X au fur et à mesure de la filtration. Alors, en gros, il faut imaginer que le temps se déplace comme ça, de gauche à droite, et au-dessus de chaque droite verticale que vous pouvez imaginer, on a un certain épaississement. Et sur ce code barre, on peut lire l'homologie de chacun de nos épaississements de la manière suivante. Donc ça, c'est x0. Je trace une droite verticale et je regarde combien j'intersecte de barres rouges et combien j'intersecte de barres vertes. Alors en fait, vous pouvez voir qu'ici, il y a 30 barres rouges qui intersectent cette barre verticale. Ça veut dire que notre h0 de x0, c'est z2 puissance 30. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et h1, c'est rien. Il n'y a pas de barre verte là. Si j'avance un petit peu, ça je crois que c'était x puissance 0,1.
et bah, on a moins de composantes connexes, on a moins de barres rouges. H0, c'est Z2 puissance K, avec K plus petit que 30. Mais on n'a toujours pas de barre verte. Là, c'est pareil pour lui. Toujours pas de barre verte. Et puis, il y a 3 composantes connexes. Et maintenant, ouais. Donc ça, c'était la valeur à partir de laquelle l'épaississement avait le type d'homotopie du cercle. Et bah, si on regarde le code barre associé, vous voyez que cette barre verticale va toucher une barre rouge et une barre verte. Ça veut dire que notre H0 de cet épaississement, c'est Z2, et le H0 de le H1 pardon, de cet épaississement, c'est Z2 aussi. Et vous voyez que sur toutes ces plages de valeurs ici, on a effectivement des épaississements qui ont la même homologie que le cercle. C'est ce qu'on recherchait. Et puis voilà. Le fait que la filtration, que le module de persistance est stationnaire au bout d'un moment, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de barres qui apparaissent à partir d'une certaine valeur, et puis on se retrouve juste avec une barre rouge, là, infinie, qui veut juste dire qu'on a une seule composante connexe jusqu'à la fin de la filtration. Et alors, la morale de la théorie de la persistance, c'est de se dire, OK, je regarde ce code barre, et bah, quelles sont les barres les plus évidentes? C'est cette grande barre verte et cette grande barre rouge. Donc ça veut dire qu'il y a un espace sous-jacent qui essaye de s'exprimer. Cet espace sous-jacent est un espace dont l'homologie est Z2 en H0 et Z2 en H1, ce qui est effectivement le cercle. Alors Juliette me demande, c'est quoi la signification des ordonnées de tes barres? Il n'y a aucune signification. Je les ai juste mises les unes sur les autres. Voilà. Alors, j'aimerais bien vous montrer maintenant comment on fait pour arriver à définir proprement un code barre. Alors, il y a quelques questions dans le chat. C'est quoi le moment où il y a 2 barres vertes? Et Juliette demande, mais pourquoi il y a plusieurs bouts verts? Parce que c'est possible, dans la filtration, qu'il y ait des moments où il y a des petits trous qui apparaissent, mais qui soient vite rebouchés. Ça, on appellera ça du bruit. Alors, j'aimerais bien... Ouais, je vais peut-être vous montrer. Je vais essayer de partager mon écran pour vous montrer ce qui se passe. Ok. Alors, j'espère que vous voyez bien. Ça, c'est un petit notebook où je fais des expériences. Je vais générer un ensemble de points grand X, qui a 30 points, avec un peu de bruit, qui sont censés être proches du cercle. Et ça, c'est les 2 codes barres. C'est le code barre associé à la filtration de check de cet ensemble-là. Alors, si vous voyez que si je choisis une valeur de t, par exemple 0,5, ah bah, c'est comme tout à l'heure, j'obtiens un ensemble qui a le type d'homotopie du cercle, et dans le code barre associé, j'ai une composante connexe, et dans H1. Donc la question que vous me posiez, c'était ces petites barres-là, qu'est-ce que ça signifie? Je vais essayer d'y aller. Alors, je sais pas, qu'est-ce que ça va être 2. Ok, je vais essayer d'aller sur cette barre-là. Là. Alors, si on regarde... Et là, on voit un petit trou dans notre épaississement. Ce trou, il ne va pas survivre très longtemps. Hein. C'est pour ça qu'il est associé à une toute petite barre. J'ai l'impression que je bug un peu. Est-ce que vous me recevez?
qu'il vaut mieux que tu coupes la caméra. De quoi? Peut-être qu'il vaut mieux que tu coupes ta caméra. La bande passante, elle soit que sur la vidéo. Ah ouais. Est-ce que vous pensez que je devrais couper ma caméra pour libérer un peu la bande passante? Ok. Merci Juliette. J'ai juste zéro idée de comment couper ma caméra. En fait, c'est à côté de quitter l'audio. T'as un truc partagé webcam. Ah oui. Ah, C'est bon. Excusez-moi encore. Par contre, ta présentation... non, Elle est c'est plus bon. Non, c'est bon. Y a pas de souci. Et pour la caméra, normalement... Ouais, bah, ça bug complètement. Je vais essayer de la supprimer tout à l'heure. Là, l'icône ne répond plus. Est-ce que vous m'entendez correctement quand même pour le moment? Oui. Ok, super. Une autre question de Lucien, qui a l'impression que chaque barre verte horizontale correspond à un cycle et que la barre commence quand le un cycle commence à exister et disparaît quand le un cycle disparaît. Et ben, c'est exactement ça, oui. Ce qui se passe, c'est que ce un cycle, là, cette grande barre, ça correspond au cycle, au lacet qui apparaît dès que on obtient le cercle. Et en fait, ce trou ne sera rebouché que vers ce moment-là. Et du coup, il va persister, ce cycle va survivre tout au long de la filtration, jusqu'à ici. Et donc, l'interprétation, c'est que les petites barres correspondent à des petits trous, en fait, qui vont vite être rebouchés et qui ne nous intéressent pas. Est-ce que tu peux choisir automatiquement la bonne barre? Alors, c'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait une façon, je ne sais pas, statistique formelle de dire c'est cette barre qui nous intéresse? Oui. Essentiellement, ce qu'il faut, c'est juste choisir les plus grandes barres, parce que c'est les plus grandes barres qui vont donner l'homologie de l'espace sous-jacent. Maintenant, choisir les plus grandes barres, avec quel threshold, à quelle valeur on va choisir, ça, c'est une question statistique qui n'est pas triviale. Là, on peut passer à la suite. Voilà. Donc ça, c'était une introduction entre métriques topologiques de ce qu'on va faire. Là, je vais vous parler un peu d'algèbre persistante. Alors, ce qui se passe, c'est que pour réussir à définir formellement tout ce qu'on vient d'observer, il faut faire l'algèbre. Donc, c'est un peu comme en topologie algébrique. On pense qu'on va faire la topologie, et en fait, finalement, on fait l'algèbre, on comprend plus rien. Là, c'est ce que je vous propose de faire. On va essayer de formaliser tout ça façon algèbre. Et si on est encore vivant à la fin, on aura compris des choses sur la topologie. J'espère. Alors, là, je vous présente la définition formelle d'un module de persistance. Bah, je vais vous la lire. Un module de persistance, c'est un couple grand V petit v, avec grand V, une collection de Z2 espaces vectoriels, et petit v, une collection d'applications linéaires entre ces espaces vectoriels. Donc, si je prends S plus petit que T, et ben, j'ai une application linéaire VST qui va de VS à VT. Et il y a deux choses qu'on demande dans cette définition. C'est que l'application VTT, donc c'est quand on choisit S égale T, ce soit l'identité.
donc qui va de VT dans VT. Et si on prend 3 valeurs R, S, T dans cet ordre, alors la composition de VRS avec VST, ça donne VRT. J'ai écrit un petit diagramme en dessous pour que vous voyez à quoi ça ressemble. VRS post-composé avec VST, c'est censé donner la même chose que VRT, par définition d'un module de persistance. Voilà. Je vous propose une deuxième définition qui a le mérite de tenir juste en une ligne. Un module de persistance, c'est un foncteur de la catégorie de R+, donc vu comme un ensemble ordonné, vers la catégorie des Z2 espaces vectoriels. Donc la catégorie de R2, R+, vu comme un ensemble ordonné, c'est tout simplement la catégorie dont les points sont les réels positifs. Et les flèches, en fait, on a une flèche entre deux points si le premier est plus petit que le deuxième. Voilà, et vous pouvez vérifier que la propriété de fonctorialité de ce truc-là fait qu'on obtient effectivement un module de persistance. Alors là, j'ai écrit une tautologie qui n'est pas totalement, qui dit que le module de persistance associé à la filtration de check de X, donc ce qu'on a construit tout à l'heure, c'est un module de persistance au sens de cette définition. Alors, je vous rappelle un peu la construction de tout à l'heure. On avait pour chaque T des espaces topologiques xt, et on les a transformés en Z2 espaces vectoriels grâce au foncteur d'homologie. Et en plus, on a transformé les inclusions en application linéaire entre ces Z2 espaces vectoriels. Donc là, c'est bon, on a bien le couple grand V, petit v de la définition. Est-ce que on vérifie bien ces deux axiomes? VTT, c'est l'identité, parce qu'en fait, l'inclusion d'un espace dans lui-même, ça induit une application nomologique qui est l'identité. Ça se dit comme ça. Et cette deuxième propriété, est-ce que si on compose ces deux applications-là, on obtient cette application-là? Alors, est-ce que l'application induite en homologie d'une composition, c'est la composition des applications induites en homologie? Oui. Ça, c'est la propriété de fonctorialité de l'homologie. Voilà. C'est une propriété fondamentale du foncteur homologique. Ok. Chapitre 2 d'algèbre persistante, c'est la décomposition des modules de persistance. Donc à la fin de ces quelques slides-là, on saura définir proprement un code barre, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Il y a encore un petit peu de définition. Alors, je commence par définir un module intervalle. Un module intervalle, c'est le module de persistance le plus simple que vous pouvez imaginer. On part d'un intervalle de R+, que j'appelle I, et on définit le module de persistance grand VI. Donc pour définir un module de persistance, il faut à la fois des espaces vectoriels et des applications entre les espaces vectoriels. Les espaces vectoriels que je choisis, c'est VT qui vaut Z2 si T est dans I, et qui vaut 0 sinon. Et les applications VST, pour S plus petit que T, c'est l'identité si S et T sont dans I, et c'est 0 sinon. Là, j'ai fait un petit dessin. Ça, c'est la droite réelle, positive. Ça, c'est l'intervalle grand I. Alors, au-dessus de chaque T, on a un Z2. Si T est dans I, si on est à l'extérieur de I, le VT, c'est 0. Voilà. Maintenant, on peut regarder les applications qui vont de VS à VT. Donc, si on part d'un point de I et qu'on arrive dans un point de I, eh ben, c'est l'identité, cette application. L'identité de Z2 dans Z2. Si on est à l'extérieur de la barre et qu'on y rentre, eh ben, c'est 0. Parce qu'ici, S, il n'était pas dans I. Pareil, hein, si on est dans la barre et qu'on y ressort, ça va être 0. Parce que T ne sera pas dans I. Voilà, ça c'est essentiellement les éléments irréductibles de notre catégorie abélienne. Être une catégorie abélienne, donc l'espace des modules de persistance, on peut faire plein d'opérations dessus. On peut notamment faire des sommes de modules de persistance.
comment on somme deux modules de persistance? C'est très simple. On fait des sommes d'espaces vectoriels en chaque t, et puis après on regarde les applications linéaires qui sont juste la concaténation des applications linéaires des deux espaces. Et là, je dis qu'en particulier, on peut sommer des modules intervalles. Par exemple, ce module intervalle ici et ce module intervalle là. La somme des deux, ça donne ce truc-là. Donc ça, c'est une représentation mentale, mais qui est très pratique parce que on voit ce qui se passe. Par exemple, si je choisis ce point-là, dans mon module somme, j'ai deux barres en dessous. En fait, donc j'ai Z2 plus Z2. Ça fait Z2 au carré. Si je suis ici, donc il n'y a une seule barre en dessous, ça fait juste Z2. Après, les applications linéaires, elles sont très simples. Hein. Par exemple, celle-là, au début, je pars de Z2 au carré, j'arrive dans Z2. En fait, ces premières composantes-là, ça va donner un 0 dans l'application linéaire. Et la première composante, ça va donner un 1, l'identité. Donc, sous forme matricielle, cette flèche-là, c'est 1, 0. Là, je donne un autre exemple où je somme un tas de modules intervalles, et voilà, j'obtiens quelque chose comme ça. Ça, c'est encore une représentation matricielle de l'application ici. Ce qui se passe, c'est que sommer des modules intervalles, c'est une algèbre qui est très très simple. Et ça doit vous faire penser un peu au code barre qu'on a vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Alors là, effectivement, le but du jeu maintenant, c'est de montrer que nos modules de persistance vont pouvoir s'écrire sous cette forme-là. Et on appellera le code barre d'un module de persistance sa décomposition en module intervalle. Bon, pour parler de décomposition, il faut qu'on parle déjà d'isomorphisme. Ceux qui veulent savoir ce que ça veut dire vraiment, écoutez cette slide. Si vous voulez juste accepter qu'il y a une notion d'isomorphisme qui existe, vous pouvez écouter. En gros, un isomorphisme entre deux modules de persistance V et W, c'est une famille d'isomorphismes entre les espaces. Oula, j'ai écrit une bêtise. C'est une famille d'isomorphismes entre les espaces existants et qui va faire commuter un diagramme. Alors là, il y a une erreur. Tous les epsilon que j'ai écrits, il faut les... Peut-être remets ton micro, réteins-le et remets-le. Je sais pas si ça peut faire grand-chose. Ok, désolé. Ça a le mérite d'enlever la caméra au moins. Est-ce que vous me recevez? Yes, super, merci. Alors, est-ce que j'avais commencé à expliquer ce que voulait dire ce diagramme quand ça a coupé ou pas encore? Ah, au moment de mon erreur, ok, super. Alors, je répète, un isomorphisme de module de persistance, c'est une famille d'isomorphismes entre les espaces vectoriels sous-jacents, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi qu'il y ait une sorte de continuité dans ces isomorphismes, et on va demander que ces isomorphismes fassent commuter le diagramme là, et donc la typo sur ce diagramme, c'est qu'il faut juste enlever tous les plus epsilon là. Parce que ça, c'est la définition d'un epsilon morphisme, dont on n'aura pas besoin aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que si on traverse notre module de persistance et qu'on va dans le deuxième grâce à notre isomorphisme, c'est la même chose que d'aller dans le deuxième grâce à notre isomorphisme et de continuer dans la filtration. Voilà. J'espère que vous êtes contents. Et voilà, on peut définir ce que ça veut dire maintenant être décomposable. Un module de persistance grand V, il est décomposable en module intervalle s'il est isomorphe
à une somme de modules intervalles. S'il existe une famille d'intervalles, telle que notre module de persistance soit isomorphe à cette somme de modules intervalles. Donc, avant de vous lire ce théorème, on peut revenir au dessin de tout à l'heure là. Ça, c'était la filtration de Check associée à notre ensemble grand X. On a construit un module de persistance là-dessus. Et en fait, ce code barre, c'est juste les barres de la décomposition en module intervalle de notre module de persistance. Alors ces barres, elles sont uniques. Enfin, le multi-ensemble d'intervalles est unique. Et il existe, sous certaines hypothèses de régularité, sur notre module de persistance. Donc là, c'est le théorème que j'ai écrit ici. Il date de 2012. Il dit que si V, notre module de persistance, a que des espaces vectoriels de dimension finie, c'est-à-dire que pour tout T, Vt de dimension finie, alors effectivement, il est décomposable en module intervalle. Et dans ce cas-là, on sait définir son code barre. Et alors, je voulais vous montrer la preuve de ce truc. Alors, je vais vous montrer une preuve de ça, mais dans un cas beaucoup plus simple. C'est quand c'est pas un module défini sur la droite réelle, mais quand son ensemble d'indices, c'est juste grand N. Et du coup, ça, c'est une preuve qui remonte à 2005. Donc, c'est-à-dire que notre module de persistance, c'est juste V0, V1, V2, etc. Et voilà, je sais pas, je me suis amusé à dessiner les flèches qui connectent tous les espaces vectoriels. Et la preuve, elle fait 3 lignes. Donc nous, on veut montrer que notre module de persistance se décompose en somme de modules intervalles. Et pour ça, je vais construire un nouvel espace vectoriel. Ce joli V, là, ce V calligraphié, c'est la somme directe, ou plutôt le produit, de tous les espaces vectoriels VI. Donc voilà, c'est encore un espace vectoriel, éventuellement de dimension infinie. Et maintenant, je vais munir cet espace vectoriel d'une action de l'espace des polynômes, avec comme coefficient Z2. Définisse l'action d'un générateur là, de X. Si je prends une suite A0, A1, A2 de V ronde, je vais dire que l'action de X sur cette suite, c'est juste, je décale tous les éléments après. Et donc, vous voyez, pour décaler A0 sur le terme d'après, ça veut dire que j'ai un coefficient ici que je veux emmener dans V1, et ben, je dois appliquer l'application V01. Donc là, je dis V01 de A0. A1, j'ai aussi envie de le décaler après. Donc j'applique l'application V12, etc. Donc ça définit une action. Tout se passe bien. Et donc, maintenant, V ronde, c'est un module sur l'anneau principal qui est l'anneau des polynômes, à une indéterminée sur Z2. Bon, là, il faut encore une hypothèse, c'est on suppose qu'il est type fini, notre V ronde, là. Et dans ce cas-là, on sait qu'on peut le décomposer comme somme de, vous vous rappelez, des composantes là, qui sont des quotients de l'anneau de base et un produit de l'anneau de base lui-même. C'est un théorème très général. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ces composantes-là, qui sont l'anneau puissance K, ça va correspondre aux barres infinies qu'on a dans notre barcode, dans notre code barre. Et les quotients, là, ça va correspondre à des barres de longueur DI. Voilà. C'est tout pour la preuve. Il y a quelques détails à régler, mais faites-moi confiance. Alors, j'avais prévu une troisième partie qui parlait de stabilité, mais j'ai peur de un peu trop vous tuer là. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur ce qu'on a vu? Sinon, je vais vous montrer 2-3 petites choses rigolotes après.
Qu'est-ce que DI? Alors, oui, en fait, c'est juste... Oui, c'est... Comment dire? C'est le théorème de la base adaptée. En gros, il faut voir, c'est DI, ça va être un x puissance i, quoi. Un x puissance k. En fait, c'est juste un idéal. On fait le quotient de z de 2x par un idéal. De z de 2x. Je vois 2 questions qui sont en train d'être tapées dans le chat. La preuve sur R+ repose sur quoi? Alors, j'ai mis le papier en référence dans les notes partagées, là. Ah non, j'ai mis une version encore plus forte. Elle repose sur, franchement, de l'algèbre commutative et de... ça a l'air assez basique, je t'avoue, parce que la preuve est courte. En même temps, genre, ça a l'air un peu d'être un... Ça utilise des outils d'algèbre que je connais pas du tout, donc j'ai jamais trop osé regarder la preuve. Mais ça utilise pas des outils fantastiques, j'ai l'impression. Question à l'oral. Oui, si tu veux, Olivier, tu peux allumer ton micro pour poser une... Ouais, je me demande sur comment dire, sur les espaces de persistance naturelle, donc ceux qui viennent d'un ensemble X, d'un nuage de points, machin. Il y a une hypothèse, enfin comment dire, le théorème il est plus général qu'un espace de persistance qu'on trouve dans la nature, non? Je sais pas, sur le... Ouais, tout à fait, ouais. Parce que genre j'ai l'impression d'une espèce de persistance naturelle, si tu fixes un T ou un S, le centre des VST il n'y en aura qu'un nombre fini. Ouais, tout à de fait. différents. Enfin, je sais pas si tu fais cette hypothèse, est-ce que c'est plus simple à montrer ou pas? Enfin, je sais pas. Si tu fais cette hypothèse, c'est plus simple à montrer. Mais toi, tu as besoin de montrer ce théorème en toute généralité. Parce que, effectivement, les espaces, les modules de persistance que tu construis sur des données que tu trouves dans la nature, ça va être des choses qui sont toujours de dimension finie. Mais le but, c'est de comparer ces modules de persistance à des modules de persistance théoriques. Et toi, tu veux être sûr que ce module de persistance théorique, il va pouvoir se décomposer. Quand je dis module de persistance théorique, typiquement, c'est tu vois le nuage de points qu'on a tiré sur le cercle. Et tu pourrais faire la construction de la filtration de check en partant du cercle aussi. Le cercle en tant qu'ensemble infini. Et tu vois que la filtration de check du cercle, ça fait des anneaux. Les épaississements du cercle, c'est des anneaux, jusqu'à que tu obtiens un gros disque. Ça, c'est un module de persistance. Bon, là, il va être fini aussi pour le coup, mais tu peux imaginer des constructions théoriques où les choses se compliquent. Super, merci. Alors, je vais résumer toute cette partie-là, algèbre persistance, pardon, chapitre 3, stabilité, en un transparent. Alors, il y avait plein de définitions qu'il aurait fallu se manger. On aurait défini des distances entre les modules de persistance, ce qui est très très cool. On aurait étudié la distance sur les modules intervalles. Ok, on va juste regarder ce transparent. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Alors non, là, c'est pas le cercle exactement qu'on a tiré, c'est juste un ensemble de points très proches du cercle. Et là, j'ai mis son code barre à côté. Donc c'est quoi? C'est le code barre, c'est module de persistance, c'est la décomposition du module de persistance associé à la filtration de check. Et là, comme vous pouvez voir, il y a une grande barre rouge, une grande barre verte, et plein de toutes petites barres rouges là.
En fait, toutes ces barres rouges, ça correspond au moment où les points ne sont pas encore connectés. Et dès qu'ils se connectent, bam, on obtient un cercle. Et c'est 2 grandes barres. Ça, c'est le nuage de points qu'on avait tout à l'heure. Et je vous ai remis le code barre à côté. Alors, ce qui se passe, c'est que ces 2 codes barres sont proches pour une certaine notion de distance entre codes barres. Et un théorème très important qui s'appelle le théorème de stabilité, et qui nous dit que si les nuages de points en entrée sont proches, alors les codes barres en sortie sont proches. Donc la distance qu'on utilise en général entre le nuage de points en entrée, c'est la distance de Hausdorff. Et on peut définir une distance ici qui s'appelle la distance bottleneck. Et la distance bottleneck est majorée par la distance de Hausdorff entre les nuages de points initiaux. Ça, d'un point de vue application, c'est très important, parce que ça veut dire que si on fait quelques erreurs de mesure sur notre nuage de points, et ben c'est pas grave, ce qu'on aura en sortie, ça sera quand même proche de ce qu'on aurait eu s'il n'y a pas eu d'erreur de mesure ou de bruit. Ah oui, je voulais vous montrer quelques images. J'ai peur que le Big Blue Button se casse encore la gueule si je partage mon écran. Donc je vais pas vous montrer d'animation sur mon PC. Je crois que j'ai prévu une dernière partie où je présentais un peu ce que moi j'ai fait personnellement durant ma thèse. Alors si ça vous amuse, ça va être assez rapide, ou sinon on peut passer aux questions tout de suite, comme vous préférez. Ok. Je veux bien entendre ta dernière partie. Super. Et ben, c'est parti. Il y a juste trois slides. La première chose que j'ai fait pendant ma thèse, bah, c'était ce truc un peu cool où en fait le nuage de points qu'on a en entrée, et bah, c'est ce machin-là. Donc c'est un nuage de points tiré sur un cercle avec un peu de bruit, mais en plus avec plein de points aberrants. Et donc là, si on construit la filtration de check de ce truc-là, bah, c'est nul. On a ce code barre là, on a une grande barre rouge, mais on n'a pas vraiment une grande barre verte. Enfin, c'est une petite barre verte. On voit pas du tout la topologie du cercle sous-jacent. Alors, ce qu'on peut faire, c'est construire des filtrations un peu plus subtiles que la filtration de check. Plutôt que mettre des boules de même rayon autour de chaque point, on va mettre des boules dont le rayon dépend de la densité locale de points. Ce qui se passe, c'est que tous ces points aberrants là, en fait, ils sont sur des zones où il y a peu de points. Parce que les points, ils sont surtout concentrés proches du cercle, proches de la singularité. Donc en fait, en estimant des densités locales, on peut dire, OK, je vais mettre des boules plutôt sur les points qui ont beaucoup de voisins. Et en fait, on obtient une filtration comme ça. Et donc ça, c'est le code barre, on appelait ça la filtration DTM. Voilà. Ça devient plus clair ici que les deux barres principales sont la grande barre verte et la grande barre rouge. Bon, et ça, il y a des théorèmes derrière qui disent que bon, maintenant, on ne va plus comparer les nuages de points par rapport à leur distance de Hausdorff, mais par rapport à leur distance de Wasserstein, distance de transport. Ça, c'est pertinent parce que la distance de Wasserstein, elle n'est pas sensible à quelques points aberrants, là, comme on a ici. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai fait aussi l'année dernière. En gros, ce qu'on observe maintenant, ça va être l'immersion d'un objet théorique. Ah, je vois une question de Armand. On pourrait utiliser la distance de Hausdorff-Prokhorov. Ouais, à peu près n'importe quelle distance où tu adoptes un point de vue mesure pourrait marcher. Alors j'ai peur que Hausdorff, tu vas devoir quand même payer les points aberrants que tu as.
à voir, mais en tout cas, une distance entre mesures qui serait pas trop sensible au support, ça pourrait marcher. Alors, pendant que tu écris ta réponse, voilà. Donc là, dans ce contexte, en fait, on observe ici un lemniscat 4, d'accord? Le lemniscat 4, c'est l'immersion d'un cercle. Le lemniscat 4, c'est pas une sous-variété, hein, parce qu'elle s'intersecte elle-même. Et alors, le problème qu'on se pose, c'est, étant donné l'immersion, l'observation d'une variété immergée, on aimerait bien retrouver l'objet initial, qui est un cercle. Alors, bien sûr, si je fais la filtration de check sur ce lemniscat 4, ce que j'obtiens, c'est 2 barres vertes. Parce qu'on voit bien qu'il y a 2 cycles ici. Sauf que ce qu'on voudrait, c'est retrouver l'homologie de ce cercle ici, où il y a une seule barre verte, en quelque sorte. Alors, pour faire ça, donc ça peut-être pour vous motiver, ça représente peut-être des données issues d'une expérience scientifique, sauf que les données se recoupent elles-mêmes parce qu'on n'a pas extrait assez de paramètres. Il n'y avait pas assez de dimensions à l'espace. Donc ce qu'on peut faire, c'est déplier cet objet. En fait, vous voyez, c'est dans le plan, mais si je le vois dans l'espace, je pourrais... oui, je fais un tour du lemniscat, et là, je vais dire que, OK, première fois, je passe en dessous, et quand je reviens, je passe au-dessus. En fait, ce qu'on peut faire, c'est rajouter des dimensions à notre espace euclidien pour faire en sorte que cette immersion devienne un plongement. Et dans ce cas, on a bien quelque chose qui va être un cercle, et on peut travailler dans cet espace de dimension plus grande. Et voilà. Obtenir quelque chose à la fin où ça paraît plus évident que on a un cercle à la base. Un dernier dessin, bon, je ne vais pas vous parler de ça, mais je voulais juste vous le montrer parce que j'ai bien galéré à trianguler le tore et la bouteille de Klein. Mais je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre écoute. Alors Armand, tu me disais que la distance, l'idée de Prokhorov, c'est de mettre pas de masse sur les points aberrants. Ouais, bah ça doit sûrement marcher un peu pareil alors. Merci pour tous vos clap-clap. Bon, du coup, ceux qui doivent partir, au revoir, et puis ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Du coup, ce que je te disais, Pierre, c'est que ce qui est important, c'est pas tant le nombre de points, mais surtout qu'ils soient bien répartis. Dans l'exemple là, tu vois, c'est des points qui sont répartis presque uniformément sur l'objet. Si j'avais plein de points qui étaient tirés juste dans une zone, j'aurais jamais pu retrouver l'objet sous-jacent. Alors, tout ce dont on a besoin, c'est d'être sûr que la distance de Hausdorff entre x et m est petite. Parce que si la distance de Hausdorff entre x et m est petite, on sait que, en gros, pour une valeur, si tu prends t plus grand que 2 epsilon ou 3 epsilon, enfin, epsilon c'est la distance de Hausdorff, alors on va bien retrouver l'homologie de ce qu'on voulait. Donc d'un point de vue probabiliste, la question c'est juste si on tire des points au hasard, est-ce qu'on est proche en distance de Hausdorff de notre espace sous-jacent? Et donc ça, oui, si l'espace sous-jacent est assez régulier, et en gros la vitesse de convergence, c'est la distance de Hausdorff, elle est en espérance 1 sur n puissance 1 sur d, où d c'est la dimension de l'objet, un truc comme ça. Ou 1 sur n puissance
1 sur D plus 1, je sais plus exactement. Est-ce que c'est à peu près ce que tu demandais, Pierre? Ouais, c'est ça. Enfin, c'est plus ou moins ce que je voulais savoir. Très bien, Merci. je t'en prie. Et Armand dit pour la mesure de R, bah en fait, plus simplement, il te faut juste une mesure qui sur ta sous-variété qui met de la masse partout, quoi. Ça marche bien, ouais, si tu as une densité contre la mesure uniforme, par exemple, la mesure de Hausdorff. Pierre-Louis me demande, tu fais comment pour coder par ordinateur le calcul des codes barres? Et ben en fait, oui, en fait, toute cette théorie, elle fonctionne. Attends, est-ce que vous m'entendez là ou je suis encore en train de parler tout seul? Non, vous m'entendez. Le fait que toute cette théorie a pris de l'ampleur, c'est parce qu'il y avait un algorithme qui est sorti. Alors j'ai mis dans les références. Voilà, c'est 2005. C'est Zomorodion et Carlson, Computing Persistent Homology. En fait, il y a un algorithme hyper efficace qui permet de calculer les codes barres. Et l'algorithme est basé sur la preuve que je vous ai montrée tout à l'heure où on voit notre module de persistance comme un module sur un anneau principal. Après, on cherche sa décomposition. Et en fait, faire ça, c'est juste faire une réduction de Gauss d'une matrice essentiellement. Donc, il y a des algorithmes qui le font. Après, ce que les gens aiment bien, c'est appliquer cette théorie sur des jeux de données avec 10 000 points, 100 000 points, 1 million de points. Donc, ça devient très vite assez difficile à calculer par ordinateur. Mais c'est un champ de recherche actuel, hein, comment améliorer les algorithmes pour que ça passe. Voilà. Après, si ta question, Pierre-Louis, c'était comment je peux le faire moi-même, il y a plein de bibliothèques sur Python, sur R, en C, qui permettent de le faire, en C++. Je t'en prie. Il y a une question d'Olivier qui demande si tu as en tête la complexité de l'algorithme en fonction du nombre de points. Ouais, c'est n puissance 2 oméga plus 1. Ou oméga, c'est le truc de multiplication matricielle, là. Attends, non. Je sais pas si ça te parle ce que je dis, Olivier. Ok. En gros, tu peux exprimer la complexité en fonction du nombre de points. Et ce truc oméga, parce que essentiellement, ouais, c'est juste faire des trucs avec des matrices. Peut-être n puissance 2 oméga, n puissance oméga plus 1, ouais. Je saurais pas trop dire. En tout cas, ce qui se passe pour moi, c'est qu'en pratique, j'arrive à le faire sur 1000 points. Sur 10 000 points, ça commence à être chaud. Sur 20 000 points, j'arrive plus. Mais c'est polynomial, oui. Ouais, ça dépend de la dimension, en fait. Pas de l'espace ambiant, mais ça dépend de jusqu'où tu veux calculer tes groupes d'homologie. Donc si tu veux calculer juste H0 et H1, ça va être moins cher que de calculer H0, H1 et H2. Donc effectivement, il y a un D qui se balade quelque part.